Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vlog Urgence qui n'était pas du tout prévu. Et oui, parce qu'aujourd'hui j'ai quelque chose d'un peu particulier à vous raconter. Avec l'orchestre avec lequel je joue, nous jouions quelques morceaux pour la commémoration de la victoire du 8 mai 45. À cette cérémonie, il y avait le maire, il y avait également une chorale composée d'élèves de collège. Et alors que le maire fait son discours, un jeune de 15 ans fait un malaise, tombe dans les pommes et s'écroule au sol dans un grand boom. Ni une ni deux, plusieurs personnes du public se précipitent vers la victime, essayent de faire des choses, et c'est là que j'ai dû intervenir. Et oui, parce que dans les réactions du public, il y avait des choses tout à fait adaptées et qu'il fallait faire, et d'autres qui étaient beaucoup moins logiques et surtout qui pouvaient être dangereuses. Voici donc un petit tuto de que faire en cas de malaise avec une perte de connaissance. Première chose à faire, c'est d'évaluer l'état de la victime. Déjà, est-ce qu'elle respire? Parce que si elle ne respire pas, ni une ni deux, vous n'avez même pas besoin de réfléchir, c'est massage cardiaque. Et si vous n'en avez jamais fait, ce n'est pas grave, il vaut mieux un mauvais massage cardiaque que pas de massage du tout. Sachant qu'un massage cardiaque, c'est très épuisant, si vous n'en avez jamais fait en vrai, vous pouvez pas bien vous rendre compte à quel point c'est fatigant. Donc on tourne systématiquement au bout de 2 minutes, même si vous n'êtes pas fatigué, parce que votre massage cardiaque ne sera plus efficace. Donc on essaye de tourner avec des personnes qui ont l'habitude d'en faire, ou en tout cas qui ont au moins été formées. Si la victime respire, ça veut dire qu'elle n'est pas en arrêt cardiaque. Dans ces cas-là, il faut évaluer l'état de conscience. C'est-à-dire, est-ce que la personne peut répondre à 3 questions simples. Serrez-moi les mains, et quand je dis les mains, c'est bien les 2 mains, parce que forcément, si elle a un côté du corps qui ne marche pas, elle pourra pas forcément serrer votre main droite alors qu'elle aurait pu serrer la main gauche. Donc, serrez-moi les mains, ouvrez les yeux, dites-moi quelque chose. Une personne qui réussit à exécuter au moins un de ces 3 ordres simples, vous pouvez considérer qu'elle est consciente. Dans ces cas-là, pas besoin de la mettre en PLS. La PLS, position latérale de sécurité, c'est uniquement pour les gens qui sont inconscients. Une personne qui est consciente, ça sert à rien de la mettre en PLS. Deuxième chose à faire, appeler à l'aide. Vous n'êtes peut-être pas la personne la plus compétente pour intervenir. Si ça se trouve, il y a un infirmier, un médecin ou même juste un secouriste alors que vous ne l'êtes pas. Donc, prenez toujours le temps d'appeler à l'aide et de dire « Y a-t-il un médecin? Y a-t-il un infirmier? Y a-t-il un soignant quelconque qui pourra faire mieux que moi ?» Si vous êtes seul, relevez vos manches, il va falloir y aller. Bien sûr, au moindre doute, si vous ne savez pas quoi faire, on appelle tout de suite le 15, c'est-à-dire le SAMU. Étape numéro 3, on fait de la place. Il n'y a pas besoin d'être à 15 autour de la victime, 2 à 3 personnes maximum suffisent. Et la personne la plus compétente doit prendre le lead. Ça sert à rien d'être à 3 à donner des ordres ou des instructions. Il faut qu'une personne mouille la chemise et dise « Ok, on fait comme je dis ». Bien sûr, si vous commencez à prendre le lead et que quelqu'un de plus compétent que vous arrive, vous laissez la place, c'est évident. Étape numéro 4, on l'a dit, on évalue l'état de conscience. Donc les 3 fameuses questions, est-ce que vous pouvez me serrer les mains? Est-ce que vous pouvez ouvrir les yeux? Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose? Si au moins une de ces 3 consignes est remplie, vous pouvez considérer que la victime est consciente. Dans ces cas-là, il ne faut pas la mettre en PLS, mais en position demi-assise. C'est très simple, vous vous positionnez sur les genoux comme ceci, hop, donc assis sur vos genoux, et vous allez poser la personne qui est inconsciente ici sur vos genoux, donc en position demi-assise. Donc elle sera allongée, mais avec le dos légèrement surélevé. Moi, ce que je fais généralement, c'est que je prends dans ma main une main de la victime pour lui dire de me serrer régulièrement la main pour vérifier l'état de conscience. Et je pose cette main sur la poitrine de la victime pour sentir sa respiration et donc vérifier qu'elle respire toujours. À cette étape-là, on a sécurisé la victime. Donc, étape 5, si elle est mineure, on appelle bien sûr les parents. Ici, c'est le prof qui s'en est très bien chargé. Et bien sûr, pendant que le prof appelle les parents et qu'on attend les parents, on vérifie régulièrement l'état de conscience et surtout le rythme cardiaque de la personne. Au moindre doute, au moindre changement, on repasse à l'étape 1. On profite également de ce moment pour recueillir des informations de la part de la victime. Ici, un jeune de 16 ans est parfaitement capable de nous expliquer ce qui s'est passé. Donc on essaye de comprendre ce qui s'est passé et surtout s'il y a d'autres choses qui pourraient modifier la prise en charge. Est-ce que la personne a des pathologies particulières, des problèmes de santé? Est-ce qu'elle prend des médicaments tous les jours? Est-ce qu'elle a été opérée récemment? Toutes ces informations serviront aux soignants qui prendront la victime en charge plus tard. Étape numéro 7, on ne donne rien. Ni eau, ni médicaments, ni nourriture, rien du tout. La seule exception, c'est éventuellement de donner du sucre en poudre si on a une forte suspicion d'hypoglycémie. Là, en l'occurrence, le jeune n'avait pas mangé le matin, il était 11 h, il était possible qu'il y ait une part d'hypoglycémie. Mais tant qu'on n'a pas de capteur, on peut pas en être sûr. Néanmoins, le fait de donner du sucre n'est jamais dangereux puisqu'il est absorbé très rapidement. Donc, tant que ça reste du sucre en poudre et pas toute autre nourriture, on peut se permettre d'en donner pour contrecarrer une éventuelle hypoglycémie. Mais c'est tout. Pas de granules d'homéopathie,
pas d'arnica, pas de crème, pas de médicaments, pas de Doliprane et surtout pas d'eau. Parce que si jamais il faudrait opérer, ce qui n'est pas souhaitable, mais c'est toujours possible, si jamais il faut opérer, il faut que la victime soit à jeun et donc qu'elle n'ait pas d'eau dans l'estomac. Étape numéro 8, à l'arrivée des parents, et bien sûr avant s'il y en a qui arrivent, on piste les principaux signes de gravité. Et je reprends ma liste pour être sûr de ne pas en oublier. Évidemment, les vomissements répétés, c'est-à-dire que vomir une fois ce n'est pas grave, mais si on vomit 4-5 fois en un quart d'heure, ce n'est pas normal. S'il y a des maux de tête intenses, très importants, c'est-à-dire pas juste mal à l'endroit où la tête a tapé, mais vraiment des maux de tête en casque insupportables. Si bien sûr il y a une plaie, ce qui n'est pas un signe de gravité en soi, mais ce qui nécessite des sutures. Si la perte de connaissance dure plus de 5 minutes, et je vous assure que 5 minutes c'est très très long, c'est-à-dire que si ça dure plus de 5 minutes, là dans tous les cas il faudra faire des examens complémentaires. S'il y a une perte de sensibilité ou de motricité, par exemple si la victime vous dit qu'elle n'arrive plus à bouger un bras, une jambe ou la moitié du visage, dans ces cas-là il faut tout de suite appeler le 15. Et bien sûr si la victime a convulsé, mais la convulsion on y reviendra tout de suite après. Dans ces cas-là, il y a des signes de gravité, il faut donc appeler le 15 systématiquement pour que la personne soit transportée à l'hôpital avec un transport médicalisé, c'est-à-dire qu'elle n'y va pas par ses propres moyens parce qu'il y a un risque qu'elle refasse une perte de connaissance et évidemment si c'est elle qui conduit, c'est irresponsable et même si c'est les parents qui conduisent ou des proches qui conduisent, ça reste très dangereux. Étape numéro 9, même en l'absence de ces signes et si la victime se sent mieux, etc., il est quand même préférable de faire un bilan aux urgences, donc aux urgences pédiatriques si c'est un enfant, aux urgences adultes si c'est un adulte. Le bilan minimal contient un ECG, un électrocardiogramme pour vérifier qu'il n'y ait pas un trouble du rythme qui soit responsable de cette perte de connaissance. Également une glycémie capillaire, donc on prend la glycémie au bout du doigt pour vérifier qu'il n'y a pas une hypoglycémie. Même si vous avez donné du sucre, ce n'est pas grave, il ne faut pas se retenir de donner du sucre en se disant qu'on n'aura pas la glycémie. On s'en fout, on sait exactement de combien fait augmenter la glycémie un petit sachet de sucre. L'essentiel c'est que la victime se sente mieux. Cas particulier, si jamais la victime convulse, ça peut arriver d'être témoin d'une crise convulsive, ça peut être très impressionnant, la première chose à faire c'est de garder son calme. Ensuite, petit a, et ce n'est pas une blague, vous déclenchez un chronomètre. Un vrai chronomètre, c'est-à-dire votre montre, votre téléphone portable, peu importe, vous ne vous contentez pas juste de regarder l'heure, il faut vraiment avoir un chronomètre. Pourquoi ? Parce que la durée d'une crise convulsive va déterminer quels sont les médicaments qu'on va donner. Donc ça va être des informations capitales pour les personnes qui vont prendre en charge après la victime. Donc vous déclenchez votre chronomètre. Ensuite, la chose à faire pour protéger la victime, c'est de la mettre en sécurité. C'est-à-dire que si elle convulse ici sur les planches de bois de ma terrasse, il ne peut pas se passer grand-chose en dehors qu'elle puisse éventuellement se blesser avec ce qu'il y a autour. Donc les branches, les machins, les trucs, on vire tout, on enlève les meubles, on enlève tous les objets qui pourraient la blesser et on la laisse convulser comme ça sur le sol. Ça ne sert à rien de vouloir mettre quelque chose dans la bouche, ça ne sert à rien de vouloir mettre une couverture dessous tant que la personne convulse. J'ajoute que mettre quelque chose dans les dents, non seulement ça ne sert à rien, mais en plus c'est dangereux puisque ça peut fracturer des dents et surtout si vous avez la brillante idée de mettre un stylo bic entre les dents de quelqu'un qui convulse, avec la force de la mâchoire, non seulement vous risquez de vous faire couper un doigt, littéralement couper un doigt, et deuxièmement, si la personne mord le stylo, elle va le casser et elle risque de s'étouffer avec les morceaux de plastique hyper tranchants. Donc idée de merde. De la même manière, on n'essaye pas de plaquer la victime au sol, ça ne sert à rien, si on a retiré tout ce qui était dangereux, il n'y a plus rien à faire. Bien sûr, dans quasiment tous les cas, on va appeler le 15 systématiquement, sauf dans une exception, c'est si la personne elle est épileptique connue et qu'il y a un proche à côté qui peut bien expliquer que oui, elle est épileptique, qu'on le sait, qu'elle a des traitements. Et à ce moment-là, le chronomètre est très important puisque en dessous de 5 minutes, on peut ne pas envoyer aux urgences quelqu'un qui est épileptique connu et qui fait une crise. Mais il faut être sûr que ça fasse bien moins de 5 minutes. Mais si vous êtes témoin d'une crise convulsive, la plupart du temps, vous n'aurez pas cette information et donc vous devrez appeler le 15 systématiquement dès le début de la crise, ça ne sert à rien d'attendre. Ensuite, une fois que la crise est terminée, vous allez pouvoir essayer de mettre quelque chose sous la victime parce qu'elle risque de récidiver, de refaire une crise. Donc on sécurise la victime, on enlève éventuellement si elle a des lunettes, ce genre de choses pour qu'elle soit en sécurité lors de la crise qui va se renouveler si jamais. Et surtout, on va la mettre en position latérale de sécurité, la PLS. Au mieux, on la couvre avec une couverture de survie, alors on n'a pas tous ça sur nous, mais surtout en fait, ce qu'il faut c'est éviter de mettre un sweat avec des cordons par exemple, avec lesquels elle pourrait s'étrangler sans le faire exprès. Donc on la couvre avec le truc le plus plat possible et sans lacets, fermeture ou ce genre de choses. Et surtout, on surveille, on ne la laisse pas dans un coin. Ok, donc maintenant que vous savez à peu près tout ça, donc c'est 10 points essentiels pour prendre en charge quand on n'est pas médecin une
perte de connaissance ou un malaise avec perte de connaissance, je vais vous raconter ce qui s'est passé ce matin justement avec les personnes qui étaient à la cérémonie. Donc première chose, un infirmier militaire est venu et a décroisé les jambes de la victime que j'avais laissé croiser. Donc ça c'est un bon réflexe, effectivement quand les jambes sont croisées, le reflux sanguin se fait moins bien, donc c'est important de décroiser les jambes de la victime. Ça c'est une bonne chose. Deuxièmement, une autre personne a voulu lever les jambes de la victime. Ça effectivement, ça permet aussi de favoriser le reflux et le retour sanguin. Après là, c'était pas forcément indispensable dans le sens où c'était probablement pas une hypotension, donc c'était probablement pas indispensable, mais dans tous les cas, ce n'est jamais une bêtise, c'est-à-dire que ça ne va jamais être délétère pour la personne. Donc on peut surélever légèrement les jambes, pas à 90 degrés, hein, juste un petit peu, par exemple sur un sac à dos ou sur un sac à main, pour permettre au sang de mieux revenir dans les jambes. Troisièmement, une femme a amené un sachet de sucre en poudre. Ça oui, c'est une excellente idée parce que justement, une des premières causes de malaise avec perte de connaissance, c'est l'hypoglycémie. Et comment on contre l'hypoglycémie? En donnant du sucre. Attention, on parle bien de sucre en poudre et pas tout autre aliment, parce que le sucre en poudre, il va être absorbé très rapidement, donc si jamais on doit opérer la personne, elle sera quand même à jeun. Donc si on veut donner quelque chose, c'est du sucre en poudre et uniquement cela. Encore une fois, pas d'eau, pas d'autres aliments. Bien sûr, avant de resucrer une personne, il faut vérifier qu'elle soit consciente et qu'elle soit capable d'avaler et la mettre assise. On ne fait pas avaler du sucre à quelqu'un qui est allongé, a fortiori s'il est inconscient. 4. Un homme a proposé de mettre une couverture sous la victime parce que c'était sur des gravillons. Alors ça, clairement, on s'en fout. C'est pas le moment et au contraire, le fait de mobiliser la victime, si jamais elle s'est blessée ou quoi que ce soit, ça risque d'être délétère. Donc, elle est sur des gravillons, c'est pas grave. On met pas de couverture dessous, sauf s'il y a une crise convulsive. On va plutôt mettre une couverture dessus pour éviter qu'elle n'ait froid. 5e, une femme, comme ça, est venue juste pour savoir s'il y avait une bosse. On s'en fout. Avoir une bosse, ce n'est pas grave, ce n'est pas important. Ce dont on a peur, c'est qu'il y ait une hémorragie intracérébrale à l'intérieur du cerveau, mais le fait qu'il y ait une bosse ou pas ne prédit absolument pas ça. Donc clairement, la bosse, pour le moment, on s'en fout et c'est pas important. 6. Une femme a proposé de l'huile essentielle de menthe. Comment vous dire? Déjà, ça n'a aucun intérêt, donc au mieux ce sera du placebo. Et surtout, en fait, les huiles essentielles, c'est des odeurs fortes, ça peut faire vomir. S'il y a d'autres symptômes, ça peut masquer les symptômes, ça peut avoir des effets nocebo. Enfin bref, donc non. Encore une fois, les huiles essentielles sont considérées plus ou moins comme des médicaments. Elles ne sont pas vendues comme telles, mais elles sont vendues avec des propriétés thérapeutiques supposées. Donc, pas de médicaments, ça veut dire pas d'huile essentielle, pas d'homéopathie, rien. 7. Une femme a également proposé des comprimés de vitamines. Bon, je ne vous fais pas un dessin, les huiles essentielles ça ne sert à rien, les comprimés de vitamines ça ne sert déjà à rien dans l'absolu en chronique si on en prend tous les jours, alors en prendre une fois parce qu'on fait un malaise ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt et au contraire en fait ça risque de rajouter des molécules actives à l'intérieur de l'organisme, on n'a pas besoin de ça. 8. Une femme a proposé de l'arnica. Non. Alors l'arnica, que ce soit en phytothérapie ou en homéopathie, on sait que ça ne marche pas. Ça serait censé de toute façon uniquement avoir un impact sur les ecchymoses et les contusions. Là, quand une personne fait un malaise avec une perte de connaissance, qu'elle tape la tête par terre, franchement, ce qui nous intéresse, c'est pas la bosse. Encore une fois, c'est le fait que ça puisse saigner à l'intérieur de la tête. Et l'arnica, même si ça avait l'effet que c'est supposé avoir, ce n'est pas censé avoir d'effet sur les saignements intracrâniens. Donc non, on s'en fout. Encore une fois, on ne donne rien. Et enfin, plusieurs personnes ont proposé de l'eau, donc toujours pas, effectivement, si jamais il y a une opération chirurgicale, ce qui n'est pas souhaitable, mais c'est toujours possible, il faut que la personne soit à jeun, donc pas d'eau. Donc au final, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qui s'est passé ce matin? Que les malaises avec perte de connaissance, comme ça, où on tombe, où on se cogne la tête par terre, ça arrive. Généralement, ce n'est pas grave, généralement, il ne se passe rien de plus, mais il faut avoir les bons réflexes. Le premier réflexe, c'est que si on n'est pas compétent, ça sert à rien d'aller dans la mêlée, on va gêner plus qu'autre chose. La deuxième, c'est que si on pense pouvoir être compétent et aider, on s'approche, on demande ce qu'on peut faire, et si on voit qu'il y a déjà 15 personnes, on se recule. Parmi les choses que vous pouvez faire, la première, évidemment, c'est d'alerter, et si vous avez un doute, et au moindre doute, encore une fois, vous appelez le 15. Ils sont aussi là pour réguler ce genre de choses. Et enfin, pour les actions que vous pouvez faire, on évalue déjà l'état de respiration, puis l'état de conscience. Si la personne est inconsciente, on la met en PLS. Si la personne est consciente, on la met sur ses genoux, et on surveille jusqu'à ce que les secours arrivent, ou jusqu'à ce que les parents arrivent et qu'on puisse les orienter vers les urgences sans les secours. Mais encore une fois, si vous n'êtes pas médecin ni infirmier, je vous déconseille de faire ce genre de régulation. Même moi, théoriquement,
honnêtement je suis pas habilitée à le faire. Voilà, j'espère que cette petite vidéo improvisée vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, tous les liens sont en description. Je refais cette petite vidéo aussi pour vous informer que je n'ai plus de compte Twitter officiel, mais une naturopathe que je connais, une certaine Rachel Ficot-Lance, a un compte Twitter qui me paraît fort intéressant. Donc voilà, je vous mets le lien ici, vous pouvez vous abonner à ce compte Twitter, ça a l'air très intéressant. Et peut-être que le compte Twitter de Fantine reviendra, en tout cas on est en train d'essayer de travailler à ça. Et évidemment du coup cette capsule vidéo existe également en thread sur Twitter, sur le Twitter donc de Rachel Ficot. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de garder votre esprit critique.